Et autrement, les podcasts des journées de l'économie autrement. Alerte Média, peut-on encore sauver le pluralisme ? La liberté de la presse est de plus en plus menacée par les forces conservatrices qui ont fait des médias un champ de bataille dans leur combat culturel. La fusion programmée de l'audiovisuel public et le laisser-faire en matière de concentration capitalistique des médias aux mains de grands industriels laissent craindre des restrictions de plus en plus fortes, particulièrement sur les questions économiques et sociales. Peut-on encore garantir le pluralisme dans les médias ? Comment protéger l'indépendance des rédactions et des journalistes ? C'est ce que nous allons voir dans cette table ronde animée par Camille Dorival, directrice de la rédaction de Care News, avec comme invité Christian Delporte, historien français spécialisé dans l'histoire des médias, de l'image et de la communication politique, Sandrine Foulon, rédactrice en chef d'alternativeéconomique.fr, et Emmanuel Le Chypre, éditorialiste économique, officiant sur BFM et sur RMC. Bonjour à tous. Alors moi, je commence par me présenter. Donc, je suis Camille Dorival, je suis directrice de la rédaction d'un média qui s'appelle Care News. Donc, je suis pas là pour témoigner, mais je pourrais peut-être un peu apporter ma pierre à l'édifice dans ce débat. Aujourd'hui, on va parler de pluralisme des médias, d'indépendance des rédactions. Ce sont des questions qui sont intimement liées au phénomène de concentration des médias qui s'observe dans le paysage français depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Christian nous en parlera bien plus que ça tout à l'heure. Quelques milliardaires qui ont fait fortune dans divers secteurs d'activité se sont mis à racheter de plus en plus de médias, des médias audiovisuels, mais aussi des médias de presse écrite, notamment dans la presse quotidienne nationale à l'influence forte. On peut citer notamment Bernard Arnault, qui est détenteur du groupe Les Échos, Le Parisien, mais aussi de Radio Classique. On connaît aussi le cas de Vincent Bolloré, qui détient Canal+, CNews, C8, Europe 1, le JDD, Paris Match, Prisma Media. Je pense que c'est peut-être lui qui est le plus présent dans le paysage médiatique. On a aussi un nouveau venu, Rodolphe Saadé, donc le PDG de CMA KGN, qui vient de racheter RMC et BFM à Patrick Drahi. On peut citer François Pinault qui détient le Point aussi, etc., etc. Je vais pas tous les citer. Mais donc ces phénomènes de concentration peuvent avoir plusieurs conséquences, notamment un risque de perte du pluralisme de l'information et d'homogénéisation de la pensée par la disparition de certains points de vue au sein du paysage médiatique. Ça peut aussi avoir comme conséquence un manque de transparence de l'information et d'indépendance des rédactions vis-à-vis des pouvoirs politiques, des pouvoirs économiques, des pouvoirs financiers. Et donc, on peut légitimement se demander comment on peut réussir à garantir plus de pluralisme dans les médias en France, mais aussi comment on peut protéger l'indépendance des journalistes, y compris dans ces médias détenus par des milliardaires, face à une telle présence d'intérêts économiques et politiques parmi les actionnaires des médias. Pour introduire un peu le contexte de cette table ronde, le contexte médiatique français de manière un peu plus précise que je l'ai fait, avec un point de vue d'historien, je vais donner la parole à Christian Delporte, et notamment Christian va nous raconter comment ce phénomène de concentration des médias s'est opéré en France et comment il s'est progressivement amplifié, et puis quel problème est-ce que ça pose? Merci. Donc, je suis historien, et comme historien, j'ai dans un débat toujours le premier la parole, puisqu'il s'agit de mettre les choses en perspective, ce que je vais essayer de faire dans la dizaine de minutes qu'on m'a accordée. Alors, la question de la concentration, elle commence à se poser. Bon, là? Ouais. Elle commence à se poser dès les années 30. Je vais y revenir. Mais depuis bien longtemps déjà, cette époque est posée la question de l'argent comme frein ou condamnation du pluralisme. Elle émerge, cette question, avec les quotidiens de masse dans les années 1890 et les nouvelles logiques que ça suppose, c'est-à-dire que le journal devient une industrie, le lectorat un marché, et à la fois parce que c'est une bonne affaire et c'est un outil d'influence, il attire les hommes d'affaires qui en prennent le contrôle. Et les journaux à l'ancienne, c'est-à-dire vecteurs d'idées, on dit à l'époque doctrinaires, ce qui ne veut pas dire forcément politique, ces journaux-là sont dépassés. Sans moyens, ils ne peuvent pas rivaliser avec la presse nouvelle et beaucoup disparaissent.
Le développement de la presse sous la Troisième République se perd dans une totale opacité financière, au point qu'on ignore qui sont les commanditaires des journaux, qu'on ignore qui finance les journaux. Et c'est sous la forme du scandale que la vérité se fait jour, comme en 1931, lorsqu'on découvre que le Temps, c'est le journal de référence de l'époque, toute proportion gardée, c'est un peu Le Monde. Lorsqu'on découvre que ce journal est financé par le grand patronat. Et dans ces conditions, il est difficile de définir clairement les contours de la concentration, puisqu'on ne sait pas exactement qui détient les journaux. Néanmoins, avant-guerre, on voit apparaître certains groupes, comme celui de l'industriel du textile, Jean Prouveau, qui, dès les années 20, rachète les canards boiteux, crée des journaux, les transforme et crée des magazines sur le modèle américain. Et Jean Prouveau, en 1939, c'est Paris Soir, 2 millions d'exemplaires quotidiens quand même. Aucun journal n'a fait mieux avant et depuis. Paris Soir dimanche, qui pense transformer en journal du 7e jour à l'anglaise, Paris Midi, Sprit, Match, Marie-Claire, etc. C'est un empire qu'il construit et qui est stoppé tout simplement par la guerre. Ce sont les républicains modérés, faut jamais l'oublier, qui ont créé la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Liberté de la presse, c'est-à-dire liberté politique, mais également liberté politique, liberté économique et liberté d'entreprendre. Et pour eux, la libre création des journaux ne devait pas déboucher sur la concentration, mais moins encore sur les situations de monopole, mais au contraire stimuler la multiplication des titres sous la conduite d'un propriétaire, un propriétaire qui serait un individu ou une famille. Et c'est précisément ce modèle-là qu'un député de droite modérée veut préserver. Il est appelé à un destin national. Il va même être président de la République. Il s'appelle René Coty. En 1932, il rédige la première proposition de loi anti-concentration. C'est pas que la France soit, à ses yeux, complètement menacée immédiatement par cela, mais son inquiétude vient de ce qu'il appelle la trustisation dans les pays anglo-saxons. Il faut empêcher que la presse française soit à son tour menacée par ce phénomène, les prédateurs financiers. Et c'est pourquoi René Coty propose qu'un individu, une société ou un groupement d'intérêts ne puisse pas posséder plus d'un quart d'un autre quotidien. Quotidiens nationaux, on ne parle pas de la province. De toute façon, tout ça a relativement peu d'importance, sauf symboliquement, puisque la proposition n'a jamais été examiné à la Chambre. Mais si ça n'a jamais été examiné à la Chambre, c'est parce que ça a été torpillé par les lobbies de l'époque, les commanditaires, les élus. Il y avait beaucoup de patrons de presse parmi les députés et les sénateurs. Comme tout cela également ont torpillé le projet Léon Blum en 1936 sur la transparence financière des journaux. Alors il y a une lueur d'espoir qui apparaît dans les circonstances particulières de la Libération, celle de la remise en place du système de la presse. On a quasiment supprimé toute la presse existante qui avait amplement collaboré. Le nouveau modèle promis, c'est celui où les journaux appartiendraient aux journalistes, où les puissances d'argent seraient comme la presse, où la valeur morale de l'information serait garantie, et le tout serait assuré par un statut de la presse. Statut de la presse qui pérenniserait les engagements. Et là, je fais référence aux ordonnances de 44. Or, si les ordonnances de 44, sans doute sous la pression de De Gaulle lui-même, restent fidèles à la propriété individuelle, elles prévoient qu'un directeur de journal ne pourrait ou ne pourra posséder plus d'un titre, ni exercer parallèlement une fonction commerciale ou une fonction industrielle qui lui assurerait la majorité de ses revenus. Bref, c'est le principe, un homme, un titre. Et le problème, alors, est triple. 1, l'ordonnance sur la propriété de la presse n'a jamais été mise en place. 2, le statut de la presse n'a jamais vu le jour. Et 3, la presse de la Libération subit une énorme crise qui met fin aux idéaux et qui ramène
les financiers au pouvoir. En 1946, il y avait 203 quotidiens. À la sortie de la crise en 1952, il en reste 131. Les journaux en perdition doivent déposer le bilan, soit faire appel aux financiers. Et par exemple, dès 1947, Hachette commence à s'introduire dans le capital de François, jusqu'à en prendre le contrôle, tout comme le groupe prend le contrôle de Elle, de France Dimanche, du magazine Record, etc. Et au début des années 60, vous avez des groupes puissants constitués, avec Hachette, Prend-Part, Amaury, Edimond, etc. Et il y en a un qui a bien repéré les failles des ordonnances de 44, il s'appelle Robert Hersant. Il commence à fonder l'autojournal en 1950, il rachète l'hebdo de Beauvais qu'il transforme en Oise Matin, il récupère différents titres en difficulté dans le centre de la France, qu'il réunit en 57 dans le groupe Centre Presse, et il fonde ce qui va devenir la Soc Presse. Et là, contrairement à Sud-Ouest ou Ouest-France, là où les successions sont pas assurées, il en profite pour étendre son empire. Et on connaît la suite avec le Figaro, l'Aurore, etc. Et à sa mort en 96, Hersant possède 25 quotidiens et il contrôle près du tiers de la presse quotidienne française. Mais le groupe Hersant reste un groupe familial. Les journalistes, face à ça, ne restent pas inertes. Comme en témoigne la création des sociétés de rédacteurs, constituées pour contrer les tentatives des actionnaires d'influencer la ligne éditoriale. Et ces sociétés de rédacteurs sont également faites pour finalement donner un droit de regard des journalistes sur l'évolution de l'entreprise. Ça commence en 1951 avec Le Monde, dans le contexte d'un conflit entre Beuve-Méry et René Courtin. La Société des rédacteurs du Monde obtient la création de 80 parts sociales dans la SARL, ce qui lui permet de disposer d'une minorité de blocage. Les rédacteurs bénéficient alors, on va dire, d'un droit de veto, et la réforme des statuts, sur les réformes des statuts et sur la nomination ou la révocation de la direction. En 65, le Société de rédacteurs du Figaro. En 67, Jean Schwabel, qui était le créateur de la première société de rédacteurs au monde, crée une fédération des sociétés de rédacteurs qui compte en 1969 19 sociétés de rédacteurs, ce qui correspond grosso modo à 20% de la profession. Mais pour diverses raisons, la dynamique s'enlise et ces sociétés, par exemple, échouent à repousser les assauts de Hersant sur Paris-Normandie et le Figaro. Alors Hersant, justement, il est au cœur de la première loi anti-concentration en 1984. On connaît le principe de la loi, pas plus de 3 quotidiens nationaux, pas plus de 15% de la diffusion totale de ces quotidiens nationaux. Mais rien qu'avec le Figaro, Hersant en a déjà 16%. Et comme le Conseil constitutionnel annule toute disposition rétroactive, eh bien, celui qu'on surnomme le papivore obtient le droit exorbitant d'être le seul à pouvoir posséder ou contrôler 19 quotidiens. De toute façon, la droite revient au pouvoir en 86 et élève le seuil, fait passer le seuil de 15% à 30%. Alors passons sur l'obsession législative sur les quotidiens dits nationaux. Remarquons jusqu'à cette époque, sous l'effet de la concentration de la presse de province, seuls 19 départements disposent encore de 2 quotidiens. Mais l'important est peut-être ailleurs, c'est-à-dire dans le caractère obsolète de la loi dès son adoption en 1984. Depuis des années déjà, la concentration s'opère par le biais de groupes internationaux, comme Prisma, qui arrive sur le marché français en 1978, et qui mise sur la presse magazine. Surtout, la privatisation de l'audiovisuel donne naissance à de puissants groupes multimédia, dont la caractéristique est la diversification des activités. Ceci n'est pas nouveau. À la fin des années 80, le groupe Hachette contrôle ainsi une chaîne médiatique qui touche à l'édition, à la distribution, à la presse écrite, à la télévision, à la radio, à la production et même au spectacle. Alors on pourra se demander
peut-être que la question sera posée tout à l'heure, si la concentration est un mal en soi. Elle peut être également regardée comme un outil de développement. Ce qui apparaît en tout cas, c'est que le législateur et l'État semblent toujours avoir une guerre de retard lorsqu'il s'agit de la contrôler, cette concentration, de garantir l'indépendance des rédactions, d'assurer que l'information n'est pas une marchandise comme les autres. Et on pourra aussi s'interroger sur le fonctionnement des aides à la presse et la part des aides au pluralisme, notamment la toute petite part des aides au pluralisme développées dans le sillage de la grande crise des journaux dans les années 60. Rappelons juste que les principes et les modalités de ces aides ont été définis à la Libération, que depuis la Libération, les choses ont singulièrement changé. Il s'agissait d'ailleurs à cette époque-là, quand on a mis en place ces aides, de préserver les journaux des lois liberticides du marché, comme on disait, et notamment de ne pas avoir l'obligation d'avoir recours à la publicité. Enfin, c'est ma dernière remarque. Je ferai remarquer qu'au-delà des vastes textes législatifs, les remparts de l'indépendance peuvent passer par des solutions locales. Je rappellerai juste à cet égard le modèle mis en place par Ouest France, premier quotidien national francophone dans le monde, avec 3 plateformes, 360 millions de visiteurs chaque mois. Il y a 34 ans, les propriétaires du journal ont cédé le groupe à une association loi 1901 avec capital éthique, ce qui rend compliqué le rachat par un groupe. Est-ce que c'est un exemple? Est-ce que c'est une piste? En tout cas, ça existe. Merci. Merci beaucoup de cet exemple. Alors, je précise peut-être que on peut débattre de 2 formes de pluralisme. C'est-à-dire qu'il y a un pluralisme au sens de c'est la coexistence de médias qui représentent différents courants idéologiques. C'est un peu le pluralisme dont vous avez parlé. Mais il y a aussi le pluralisme qui est imposé notamment aux médias audiovisuels. C'est moins le cas pour la presse, pour la presse écrite, qui peut être une presse d'opinion, mais les médias audiovisuels ont l'obligation de représenter une pluralité de points de vue politiques. Et vous savez que c'est contrôlé par l'Arcom qui doit s'assurer, notamment dans le cadre d'élections, mais je crois que c'est le cas toute l'année, que les représentants des partis politiques qui sont présents dans ces médias sont bien diversifiés et un droit au temps de parole qui correspond à leur représentativité politique. Donc on peut effectivement évoquer ces 2 formes de pluralisme-là qui sont complémentaires. Et pour commencer, je voulais vous demander, Sandrine et Emmanuel, mais peut-être en commençant par Sandrine, quelle vision tu as du pluralisme dans les médias en France? Alors, merci beaucoup. Et je vais essayer et bonjour à tous. Moi, j'ai d'abord une vision un peu optimiste du pluralisme. Je trouve qu'aujourd'hui, pour dire les choses plus simplement, il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire que si on veut s'informer, on a un spectre en France qui reste quand même assez large. On peut dire Politis, Les Échos, écouter BFM, lire Alter Echo. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médias aussi qui se créent. Alors, ils sont petits, ils ont des modèles économiques fragiles, mais on a des médias type Disclose, qui est une association, qui est une ONG. On discutera peut-être après aussi du modèle économique des statuts de ces journaux. Il y a le Vert, il y a Splan en Bretagne qui a émergé après les problèmes de je sais pas si vous avez suivi avec Inès Béraud, la journaliste sur les actes vertes. Donc voilà, c'est un média qui se crée pour débattre de ces questions-là. Il y a la Déferlante. Enfin, il y a toute une série de journaux qu'on peut lire. Donc aujourd'hui, on peut s'informer si on veut. Le spectre, l'éventail est assez large. Le pluralisme au sein des médias, je dirais que c'est une règle de base du journalisme, de tout bon journaliste, quand c'est donner la parole à l'autre. Et je pense qu'on a tous des journaux qui essaient de verrouiller l'information. Et évidemment, quand on écoute BFM, quand on lit Alter Echo, on n'est pas au même endroit, ça c'est clair. Mais quand même, l'idée c'est de faire parler la partie adverse. Si on discute des 35 heures avec Anne Emmanuel, on sera pas du tout d'accord. Mais je pense qu'on essaye de montrer la pluralité des opinions dans chaque média, même s'il y a une pensée dominante. Et pour parler de la télé, nous, on est très sollicités à Alter Echo
pour participer à des émissions. Nicolas Dose reçoit Michael Zemmour. Ils sont pas de la même chapelle idéologique, je dirais, mais il y est reçu, il en parle. Nous, on vient de faire une interview de Villeroy de Gallo. Quand il faut parler de la dette, eh ben on donne la parole aux autres interlocuteurs, même si on est des journaux d'opinion. Il y a une ligne, on sait ce qu'on défend, mais je dirais qu'aujourd'hui, les gens savent à peu près où ils sont, où ils mettent les pieds quand ils ouvrent la télé ou qu'ils lisent un journal. Évidemment, je parle de l'audiovisuel, il y a aussi des endroits, il y a des émissions où on reste, en tout cas je parle pour nous, la presse économique, un peu la caution de gauche, est-ce qu'il y a des efforts aussi pour diversifier, pour féminiser les plateaux. Donc parfois on sait qu'on est invité parce que voilà, on va faire la petite voix, la femme de gauche. Ouais, la femme de gauche. Ce serait juste sympa d'accepter les invitations. Mais aussi, je suis d'accord. Non mais ça c'est un sujet très important. C'est qu'en fait, je peux vous assurer. Pardon. Ouais, non, mais ça c'est juste une réaction comme ça sur ce sujet qui est un sujet récurrent. Il n'y a pas de femmes sur les plateaux, etc. C'est un sujet auquel on est extrêmement sensible. Prenez Yves Calvi par exemple, quand il était assis dans l'air, il était accusé régulièrement de ne pas avoir de femmes sur ses plateaux. Je peux vous dire qu'il faisait tout ce qui était possible pour faire venir des femmes sur ses plateaux, et elles ne veulent pas venir. Elles ne veulent pas venir pour plusieurs raisons. Hein. Alors la première raison, ça vaut. Alors là, il faut qu'elles soient traitées exactement comme les hommes, avec autant de malhonnêteté intellectuelle. Voilà, c'est tout. Mais la réalité, c'est que les femmes, elles ne veulent pas venir. Pourquoi? Parce qu'un homme, quand vous l'invitez sur un plateau télé, à aucun moment il va se demander s'il est légitime pour venir parler. Il sera flatté, il acceptera. Même s'il est nul et même si ce qu'il dit est nul. Alors que les femmes, si vous n'êtes pas sur leur champ précis, Sandrine, c'est pas faux. Tu n'acceptes pas de venir dans les émissions où on parle de tout. Non, voilà. c'est vrai. Ce qui est tout à ton honneur, c'est pas une critique, mais c'est pour vous dire la difficulté. Ça n'est pas uniquement parce qu'on ne veut que des hommes sur les plateaux. Non, c'est pas vrai. Non, mais donc je t'ai interrompu. Mais oui, ce sera déduit de mon temps de parole. Non, en fait, mais c'est vrai. Nous, on a le même problème à LCR. Souvent, on essaie d'avoir des femmes et elles disent, mais demandez à mon collègue masculin, ou moi, je suis pas très compétente là-dessus. Et c'est vrai que les toutologues, comme nous on les appelle, ils sont dans le camp des hommes. Ça, c'est clair. Les hommes, ils viennent, ils parlent de tout donc voilà. Mais je pense qu'il y a une vraie volonté de diversifier quand même, y compris dans les médias et audiovisuels, d'avoir des femmes et des avis différents. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, le vrai problème, il est, alors bon, il y a le pluralisme, et évidemment, on en parlera. Il y a la concentration, il y a les gouvernances démocratiques, les modèles économiques des journaux, tout ça, il faut être très vigilant. Mais je pense que le vrai problème aujourd'hui, et là, je pense qu'on a changé d'ère, je sais pas si l'historien me contredira, mais on est en train d'évoluer dans deux journalismes parallèles, différents. Et pour moi, le vrai danger, il est dans les chaînes où il n'y a pas, où il y a plus ce respect. C'est-à-dire, bon, je pense à CNews, et quand l'Arcom, par exemple, tu parlais du temps de parole des politiques, je vois à France Inter, ils s'arrachent les cheveux pour dire, alors il y a telle seconde qui a été accordée au modem et il faut qu'on bon, c'est très bien, et ils ont raison, c'est tout à leur honneur. Vous savez, des chaînes comme CNews, on n'est plus dans la presse. Et là, l'Arcom, les mises en garde de l'Arcom, c'est respect des obligations d'honnêteté et d'arrêter de clasher et de bâcher les gens qui viennent, notamment évidemment bon le NFP ou la gauche ou autre, mais c'est un cirque médiatique qui n'est plus du journalisme, qui n'est plus du pluralisme, qui est en train de grandir. C'est une sorte de trumpisation des débats. Pardon? Agressif. Oui, agressif, qui n'est plus du tout. On n'est plus dans le respect du contradicteur. Nous, on a tous vécu avec Ersan, avec Dassault. On connaît les limites de chaque journal. Enfin, on en parlera en termes. Mais là, on est vraiment dans une autre dimension. Et moi, ce qui me frappe, c'est que aujourd'hui, quand par exemple, vous avez tous des dîners en famille, vous parlez des fraudeurs à la Sécu, des retraites, de plein de débats, et les gens, vous sortez les chiffres de l'INSEE, vous dites non mais attends, c'est pas comme ça, et les gens vous disent mais si ce que tu dis est vrai, pourquoi les médias en parlent pas? Et là, un peu démunis. Vous dites, mais attendez, il y a les Échos, il y a BFM, choisissez votre média, ou allez directement à la source, mais tout ça, on en parle, les médias en parlent. Et moi, je trouve que le vrai souci aujourd'hui, c'est comment on attend ces gens.
comment on parle à ces gens, parce que nous on est tous dans des bulles. Les abonnés d'Alter Echo, ils sont abonnés, ils sont convaincus, parce que les gens qui écoutent BFM, ils ont une sensibilité pro-business et ils trouvent leur miel dans ce que vous racontez. Mais là, on est face à, enfin, on a un vrai problème, je pense, de enfin, c'est plus le pluralisme, c'est autre chose qu'il faut combattre, et autre chose, enfin, il faut essayer d'atteindre les gens qui écoutent ces chaînes avec une caisse de résonance des réseaux sociaux, on en parlera sans doute, mais je trouve que le vrai problème, il est là aujourd'hui. Merci. Alors, même question à Emmanuel, avec un peu moins de temps de parole, du coup. Pardon. Non, mais c'est ce qu'il a Ah oui, quelle vision tu as du pluralisme médiatique? Déjà, sur la concentration, moi, je suis assez d'accord avec Sandrine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, paradoxalement, il n'y a jamais eu autant de pluralisme. C'est-à-dire que personne n'a jamais eu autant accès à une multitude de médias. Alors, on s'excite beaucoup sur la presse écrite, etc., et sur la télé. La réalité, c'est que il y a plus grand monde qui lit la presse écrite et qu'il y a plus grand monde qui regarde la télé. La réalité, c'est que on a beau regarder, alors la presse régionale, tout ça, c'est très bien, mais regardez les grands titres de la presse quotidienne régionale, plus grand monde la lit. Et donc, si vous regardez cette part de la presse traditionnelle écrite, ce qu'elle est devenue par rapport à l'ensemble de l'approche médiatique, moi, je trouve qu'il n'y a jamais eu autant de diversité médiatique. Donc, je pense pas que sur le plan intellectuel, on puisse parler aujourd'hui de concentration de la pensée. Après, moi, je pense que je pense qu'on se focalise trop sur alors cette obsession des riches, des milliardaires qui possèdent des milliards. Moi, je pense que c'est pas un problème d'argent, parce que il faut rappeler que faire un journal, ça coûte cher, et qu'en France, si on a une presse qui est pas mordante, qui est pas incisive, qui investit que peu, etc., c'est parce qu'elle a pas de moyens. Hein, la presse quotidienne régionale, c'était une presse, vous l'avez dit, qui était quand même en grande partie aux mains, même si c'était des fortunes familiales, enfin, même si c'était vraiment des grandes fortunes, mais c'était des familles qui étaient très implantées sur le plan politique local. Regardez comment ça se passait à Toulouse, etc., où vous aviez finalement une complicité entre la grande presse régionale, les grands élus locaux. C'était pas une grande presse qui était très agressive, qui sortait des révélations et des scoops à tour de bras. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, alors les milliardaires, appelons-les comme ça, ils contribuent à une forme de diversité et de pluralisme de la presse. Parce que la réalité, c'est que vous avez quand même une grande presse publique qui penche quand même assez à gauche. Si vous prenez tous les médias, Radio France, etc., ou les médias télévisuels de France Télévisions, vous êtes plutôt à gauche aussi. C'est vrai que la presse des grands milliardaires, alors vous avez des exceptions, hein, vous avez Xavier Niel, par exemple, on ne peut pas dire que Le Monde, ça penche plutôt à droite et que c'est plutôt libéral. Mais c'est vrai qu'ils sont sur une presse plutôt libérale, plutôt de droite. Moi, je trouve que ça fait globalement un équilibre. Et puis, rappelons-le, c'est leur argent, c'est des fonds privés, ils en font ce qu'ils veulent. Après, moi, je pense que il faut vraiment mettre des contre-pouvoirs au sein des journaux. Regardez, par exemple, aux Échos, Bernard Arnault, il n'a pas pu nommer le directeur de la rédaction qu'il voulait. C'est-à-dire que le type, il est quand même propriétaire du journal, il peut pas nommer la direction qu'il a envie de nommer. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si vous achetiez un appartement et que vous n'aviez pas le droit de venir avec vos meubles et que vous étiez obligé de garder les meubles anciens. Donc, il y a des contre-pouvoirs. Moi, c'est à ça que je suis attaché. Je pense que c'est par là que ça pêche. C'est pas vraiment qui possède le groupe. Moi, ce qui est intéressant, moi, dans mon expérience, c'est marrant parce que j'ai eu une expérience et je pense qu'il faut différencier deux types de propriété privée des médias. Vous parliez d'Ersan, mais Ersan, son business principal, c'était la presse. Moi, j'ai travaillé longtemps pour un groupe qui s'appelait l'Expansion, qui était créé par Jean-Louis Servan-Schreiber. C'était un groupe dont la vocation était la presse. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis rentré à BFM quand BFM appartenait à un monsieur dont le métier était la presse, et à la veille, qui avait racheté, et lui, il gagnait de l'argent, c'était son business, c'était la presse. Et après, on a été revendu à des grands groupes. Moi, je peux vous dire objectivement que entre Alain Veil et Patrick Drahi, donc grand milliardaire, propriétaire de SFR, etc., je n'ai vu aucune différence. C'est-à-dire que il y a eu aucun truc. Patrick Drahi, lui, ce qu'il voulait, c'était de la matière première à faire passer dans ses tuyaux, et il nous a foutu une paix absolument royale. Et moi, ce que j'ai plus peur, en fait, dans ces médias qui sont possédés par des grandes fortunes, c'est pas une forme de censure, etc. C'est que, en fait, et on peut le voir régulièrement, le vrai danger, c'est l'autocensure de la part des journalistes et des petits chefs, surtout, de ces grands groupes,
des rédacteurs en chef, des chefs de service, etc., qui se disent, ouh là là, machin, il va proposer tel sujet, le grand patron, etc. Alors que le grand patron, la plupart du temps, je peux vous dire, il s'en fout. Alors oui, on sait pourquoi ils achètent ces groupes. D'abord, il y a une forme. Vous avez dit souvent, souvent on vient les chercher d'ailleurs parce qu'il y a des groupes en difficulté et alors comme c'est des grands entrepreneurs, ils ont un orgueil, ils ont un orgueil et ils pensent qu'ils vont pouvoir réussir là où les autres ont échoué. Donc il y en a qui rachètent des groupes de presse par défi parce qu'ils se disent je vais leur montrer qu'un groupe de presse ça peut être rentable. Il y a beaucoup ça. Après, faut pas se le cacher non plus. C'est un outil pas de pouvoir, c'est un outil d'influence. Vous avez Yann vous le dit. Il vous le dit quand j'ai besoin d'avoir des rendez-vous, des machins, des trucs. Quand vous êtes le propriétaire du monde, bah on vous répond un peu plus vite au téléphone que si vous n'êtes pas propriétaire du monde. Et puis après, il faut reconnaître que ces grands milliardaires, il y a des trucs qui les amusent aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, un grand milliardaire, s'il a pas son journal, son vignoble, son hôtel. Eh ben voilà, il considère qu'il a pas réussi complètement sa vie. Mais encore une fois, la structure du capital, moi je pense que faut pas trop se focaliser là-dessus. C'est l'organisation des contre-pouvoirs, rassurer les journalistes dans les rédactions, parce que encore une fois, moi je vous dis, j'ai vu beaucoup plus d'autocensure que de censure. Et autocensure qui peut s'appliquer aux détenteurs du capital, mais aussi aux annonceurs, c'est aussi une problématique. Et c'est pour ça qu'il faut bien rappeler quand même que de faire de la bonne presse, d'une façon ou d'une autre, que vous soyez en télé ou en média, ça coûte de l'argent. Sinon, vous faites de la presse pas chère. Mais la presse pas chère, c'est soit de la presse trash, soit de la presse d'opinion pure. Donc, c'est très bien que ça existe. Mais la vraie presse d'information, où vous avez le temps de faire des investigations, des enquêtes, etc., ça demande énormément d'argent. Et parfois, c'est mieux d'être dans la main de grands patrons qui ont leur groupe de presse et qui ont les moyens de faire vivre leur journal que d'être dans la main d'annonceurs. Moi, j'ai connu, parce que la période aussi parce que c'est un métier qui est extrêmement paupérisé, la presse aujourd'hui. Et donc, vous êtes beaucoup plus vulnérable à ces pressions-là. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'Expansion, pour vous dire, c'était un magazine mensuel au départ, qui n'est devenu bimensuel, parce qu'il y avait tellement d'argent qui dégoulinait sur la publicité, qu'ils se sont dit, c'est quand même con de pas profiter de ça. Et donc, ils se sont mis à faire 2 numéros par an. Ce qui est absurde, puisque 15 hebdomadaires, c'est pas une périodicité c'est nul comme périodicité. Les gens savent jamais quand ça sort. C'est pas un rythme naturel pour un magazine. Et à tel point qu'on pouvait se permettre de tout faire. Jean Boissonnat a écrit des papiers qui étaient des papiers assez désagréables envers Mercedes, par exemple. Vous vous rappelez de Mercedes. On a perdu le budget Mercedes, qui était quand même un très gros budget. On s'en foutait. Aujourd'hui, combien de titres peuvent se permettre de se priver d'un énorme budget publicitaire? Donc, encore une fois, je pense que regardons comment c'est organisé plutôt que de regarder qui vraiment possède. Alors, Sandrine, on l'a pas précisé depuis tout à l'heure, mais Alternative Economics a la particularité d'être une SCOM, donc une société coopérative qui est détenue majoritairement par ses salariés. C'est un statut qui était adopté dès les débuts d'Alterco, enfin qui était d'abord une association, donc qui était vite devenue une SCOP dès qu'il y a eu des salariés. Quelle incidence ça a sur votre client, le fait d'être une entreprise coopérative, et comment se définit la ligne éditoriale, comment ça fonctionne? En fait, c'est une liberté totale. Ça, c'est une SCOP, c'est une personne, une voix. Donc, la voix du directeur de la publication a autant de poids que la voix de la personne qui s'occupe des abonnements à Dijon. Donc, en fait, chaque année, on a une assemblée générale et on peut révoquer le comité de direction si on n'est pas d'accord avec les orientations qui sont prises. Donc ça, c'est on a quand même une chefferie, ça fonctionne comme un journal normal, avec une certaine verticalité aussi. Il y a des décisions qui sont prises, on tranche. Mais encore une fois, si les gens sont pas d'accord avec ça, si tout d'un coup la ligne éditoriale change, je sais pas, si tout d'un coup quelqu'un décidait qu'il fallait changer les retraites et tout basculer en capitalisation, et puis on adopte ce type d'orientation, je pense que ça ferait un problème et que on révoquerait en tout cas la direction.
Donc ça, c'est une liberté totale dans le sens où on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'actionnaire qui me dit, ça, vous parlez, sans parler, on vit très peu sur la publicité. Je sais pas quel est le pourcentage chez nous, mais c'est très peu et c'est moins. C'est moins de 5%. Oui, parce qu'on a oublié. Camille n'a pas dit qu'elle a dirigé Alter Eco. C'est combien tu disais? Moins de 5%. Moins de 5%. Voilà. Et ben, merci pour. Donc, c'est rien du tout. Donc, ça nous donne aussi une liberté totale. Donc, on a personne, évidemment, par exemple, nos collègues des Échos, s'ils commencent à écrire des articles sur LVMH, ça pose un problème. On voit rarement des critiques sur les rafales dans le Figaro. Il y a évidemment, quand on a, ça c'est des limites d'un actionnaire, on peut pas parler de tout. Et même si tu parlais d'autocensure, bon, quand même, il y a des limites. Nous, on fait, enfin, réellement, ce qu'on veut. Le côté qui est un peu moins, qui est plus fragile, c'est que le jour où on a un problème économique, il y a aucun actionnaire qui est là pour venir nous renflouer. On va se débrouiller. On a eu des problèmes d'ailleurs à Alter Eco. Donc là, voilà, on serre les coulons. Et c'est vrai que la limite, c'est de pas pouvoir toujours faire un journaliste, comme tu disais, qui coûte cher. On peut pas envoyer des gens partout dans le monde pour faire des reportages. C'est ça la limite. Enfin, on parlera peut-être de nos modèles économiques, mais en tout cas, en termes éditorial, ça donne une liberté formidable. Politis, c'est sur ce modèle, Rue 89 aussi, Lyon, et sur le modèle de coopérative. C'est un modèle de presse qui effectivement, pour le coup, est assez enviable. Ouais, je voudrais juste ajouter quelque chose sur la solidité des modèles coopératifs, l'intérêt des modèles coopératifs aussi dans la presse, c'est que les statuts coopératives, notamment une SCOP, obligent à mettre en réserve une grande partie des bénéfices qu'on peut engranger chaque année, même si les bénéfices dans la presse sont quand même assez limités en général. Ils sont inférieurs à 5% du chiffre d'affaires, mais en tout cas, il y a une grande partie il y a une partie qui est reversée aux travailleurs, une partie qui est reversée aux actionnaires qui sont aussi les travailleurs, et puis la moitié des bénéfices sont mis en réserve impartageable. Et ça permet de consolider les fonds propres. Et effectivement, tu le disais, à Alter Eco, on a eu des années difficiles, notamment en 2015 et 2016. Et en fait, si on a réussi à tenir, c'est que effectivement, on avait des fonds propres qui nous permettaient d'engranger des pertes. Donc ça, c'est aussi important de le dire parce que ça contribue à la solidité des modèles. Je ferai des petites remarques. Deux, trois remarques. Sur la question de l'influence du média, acheter un journal pour son influence, c'est quelque chose qui n'est pas très très nouveau d'ailleurs, puisque ça, un certain Maurice Buno-Varia dans les années 1880-90, c'était un roi du BTP, ça qui s'appelait pas comme ça à l'époque, il avait acheté le matin uniquement pour faire fructifier ses affaires et l'utiliser comme moyen de pression sur les pouvoirs publics pour chantage aux ministres, etc. C'était quand même 800 000 exemplaires. Deuxième remarque, on n'a pas encore vraiment parlé ni du lecteur, ni de l'auditeur, ni des téléspectateurs, mais en gros, c'est toujours lui qui décide. Et de ce point de vue, son attitude n'est pas la même entre la presse écrite et la télévision. Il y a que quand vous achetez Libération, lorsque vous achetez le Figaro, lorsque vous achetez l'Humanité, lorsque vous achetez le Valeurs d'Actuel, vous savez très bien que vous n'achetez pas un journal pluraliste. Mais de la télévision, vous attendez le pluralisme, d'autant plus que c'est dans le cahier des charges. Je parle essentiellement de la TNT. Donc c'est pas du tout la même chose. Et d'autant que la télévision a une force de frappe bien plus importante que la presse écrite, et notamment parce que la presse écrite, elle est chacun dans son couloir. Et puis la troisième remarque, il est 12h15, il y a un nom qu'on n'a toujours pas prononcé. Bolloré. Je pense aussi ça. On en a pas. Je pense qu'en grande partie, tout le monde y pensait un peu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la question, est-ce que c'est la question de la concentration, de l'argent, de la finance, ou de ce qu'on en fait face à son journal? Je veux dire que Serge Dassault,
je me rappelle d'une interview à France Inter où il expliquait, moi, je suis pour un journal qui défend les pensées saines. Alors, qu'est-ce que c'est les pensées saines? Et on lui dit, bah, c'est pas les pensées de gauche. Mais ça, on s'en doutait un peu quand même, hein, le Figaro, Serge Dassault. Mais lorsque d'une manière générale, lorsque le propriétaire, l'industriel des financiers n'intervient pas dans la ligne éditoriale, que l'aspect, je dirais, administratif et financier est bien séparé de la ligne éditoriale, c'est pas franchement un problème. Mais quand il y a une intervention et quand il y a une stratégie de rachat, un chaînage, presse écrite, télé, radio, avec les mêmes pour développer le même discours, là, évidemment, il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude d'autant plus que quand on dit, on présente sa radio comme une radio pluraliste ou sa télévision comme une télévision pluraliste. Et même après ça. Voilà. Donc, je pense que le débat, il est là sur la tromperie du lecteur, auditeur ou téléspectateur. Je vais juste rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que oui, on a parlé de Bolloré. Quand je parlais des deux presses, clairement, il y a une presse, j'allais dire pluraliste, d'opinion ou autre, et il y a la presse Bolloré qui est quand je parlais de franchisation, c'est clairement CNews et ces chaînes-là. Alors, il y a une proposition d'Aquiomet qui est de dire, par exemple, les milliardaires, enfin, il faut pas détenir un journal si on a des intérêts, c'est-à-dire que Bolloré, il a des intérêts, il a des commandes de l'État, il a des commandes de collectivités territoriales, et là, c'est vraiment très compliqué. Les autres, c'est ce que disait Emmanuel, ils font fortune dans le luxe, ils font fortune dans plein d'autres choses, c'est leur danseuse ou pas. Bouygues, Oui. il bosse quand même avec l'État aussi beaucoup. Oui, mais ça pose un problème et alors après ça pose un problème de la gouvernance interne et des garde-fous qu'on peut mettre en place dans les journaux. Mais là leur proposition, je sais pas si elle est viable, mais en tout cas ce serait d'interdire à des milliardaires qui ont plus une vision un peu messianique, enfin qui utilisent pas pour faire du business, mais pour aller au-delà. C'est-à-dire, c'est une vision idéologique, catholique, qui est beaucoup plus, j'allais dire, dangereuse, enfin en tout cas à mon sens, que des milliardaires qui veulent faire du business et dont on sait à peu près quels sont leurs intérêts, ce qu'ils visent. Alors justement sur la question des garde-fous, on a exploré, on a cité plusieurs choses. On a cité les sociétés de rédacteurs qui fonctionnent en indépendance. On a cité les modèles économiques. On a cité le fait de dépendre peu de recettes publicitaires. Emmanuel, dans l'exemple de BFM, par exemple, qui là, tu disais, Patrick Drahi, il s'est pas du tout impliqué dans la ligne éditoriale, il vous a laissé tranquille. Là, vous avez un nouveau propriétaire qui est Rodolphe Saadé. Bon, pour l'instant, il est pas là depuis longtemps, mais c'est quand même pas gagné que peut-être qu'un jour il va vouloir se mêler des lignes éditoriales. C'est quoi les garde-fous chez vous pour éviter ça? Attends, juste, quand même sur Bolloré, moi je pense que vous surestimez la partie idéologique et que vous sous-estimez la partie business. C'est-à-dire que je pense que son approche du média, c'est qu'il considère qu'il peut gagner beaucoup d'argent avec un média et c'est la seule question qu'il se pose. C'est qu'est-ce que je propose dans mes médias pour qu'un maximum de gens viennent me voir. C'est-à-dire on n'est pas dans une logique où on part de qu'est-ce que c'est que la hiérarchie de l'information, qu'est-ce qui est important. Lui, il fabrique des produits qui sont sans doute plus proches du divertissement que de l'information pour effectivement avoir un max d'auditeurs possible et rassembler une forme de communauté. Quand il rachète la France catholique, c'est pas pour faire des business. Non, mais c'est les deux. Bien sûr que oui, il y a cette dimension, etc. Mais quand il rachète Canal, il n'est pas, ah là là, l'esprit Canal disparaît, etc. Il a refait Canal, finalement, quelque chose de complètement différent et qui gagne de l'argent. Donc, il y a quand même ça, cette idée chez lui. Et moi, j'avoue que je suis assez gêné avec cette histoire de pluralisme parce que c'est vrai qu'on n'est pas choqué par le fait qu'il y ait des journaux d'opinion et plus il y en a mieux c'est et qu'on puisse pas faire la même chose à la télé. Et c'est vrai que lui, il a fait un média d'opinion à la télé. Et d'ailleurs, Mélenchon avait essayé de faire la même chose, je crois, ça avait pas trop marché. Et il essaye de faire ça. Donc ça, c'est quelque part, c'est assez interpellant. Et moi, ce qui m'inquiète, et que, de toute façon, l'évolution des médias reflète l'évolution de la société. Et je trouve que quand vous décryptez les derniers sondages, les dernières enquêtes d'audience, par exemple sur le paysage radio,
c'est extrêmement intéressant de voir que vous avez deux blocs qui se renforcent et qui correspondent à la polarisation de la société, c'est-à-dire un bloc plutôt de médias centre-gauche, intellectuels, etc., qui est plutôt le bloc service public. Et puis Et après, c'est indépendant. c'est bah non, regardez les Et audiences. peu présente sur les médias. Non, mais regardez là, je parle de la radio. Si vous regardez les audiences radio, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a cette presse on peut qualifier un peu de gauche quand même, qui se renforce. Qu'à l'autre côté, vous avez cette presse de droite, qui est la presse d'extrême droite, Europe 1, etc. Et qu'au milieu, ce qu'on pourrait appeler le média raisonnable de classe moyenne, qui perd beaucoup de terrain, typiquement, c'est RTL. RTL, qui était quand même le média un peu d'une information sérieuse, modérée, etc. Voilà, donc il y a aussi ça. Il faut quand même s'interroger sur le fait que Pascal Pro, Cyril Hanouna, c'est en phase avec ce qu'attend une partie de l'audience aujourd'hui. C'est un constat. C'est un constat. Alors après, sur la question sur les contre-pouvoirs, bah chez nous, il y a à peu près, comme dans tous les médias, des sociétés de journalistes qui surveillent un petit peu comment tout ça se passe. On a des contraintes. Alors vous parliez tout à l'heure des contraintes de temps de parole, mais honnêtement, ça finit par être contre-productif. C'est-à-dire faut admettre l'idée qu'il y a des moments où vous avez dans l'actu des personnalités qui disent des choses qui seraient intéressantes à écouter, qui sont plus en situation que d'autres, mais vous ne pouvez pas le faire. Parce que si vous donnez la parole à cette personne, vous êtes obligé de remettre du temps de parole, etc. Ce qui donne lieu à des émissions totalement débiles. Moi, j'ai vu des émissions chez nous où vous arrivez en fin de période, où vous donnez la parole à dire mais vous êtes le téléspectateur, vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi cette émission? Et donc attention à ces règles-là. Ou alors le respect du pluralisme. Alors d'abord, je pense que pour avoir un journal influent ou un média influent, il faut avoir quand même un média qui a une certaine qualité. Donc, je pense pas que si vous faites vraiment de l'info nulle, vous pouvez prétendre que vous avez un journal d'influence et donc ça vous sert un peu moins. Donc, je pense que quand même, votre propriétaire, il a le souci de la valeur de son capital. Après, faut pas oublier que le journalisme, c'est 80% du capital humain. Et que ça dépend de ça aussi. Moi, chez nous, alors oui, on dépend de la pub énormément. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, honnêtement, c'est pour ça que les médias privés ne jouent pas non plus à armes égales avec les médias publics qui, eux aussi, font de la publicité. Puisque si vous écoutez France Info ou France Inter, maintenant, vous avez aussi de la publicité sur ces chaînes-là. Oui, de manière beaucoup plus réduite. Mais et je comprends qu'il y ait une partie de l'audience qui, compte tenu de ces contraintes-là, préfère aller sur France Inter. C'est insupportable les autres radios. Même moi, tous les matins, je suis sur RMC. Je peux vous dire que les places de pub sont longues. Comme les places de pub sont longues, vous passez votre temps à essayer de rattraper par les cheveux votre auditeur. Donc, vous lui dites avant la pub, surtout partez pas, ça va être extraordinaire dans 10 minutes, etc. Après la pub, vous lui dites, donc, il vous reste quoi comme temps intéressant, utile? C'est très compliqué. Le modèle, forcément, c'est la pub chez nous. Et effectivement, voilà, c'est ça. Après, sur les garde-fous, alors, nous, chez nous, il y a plusieurs médias. Alors, BFM Business, c'est effectivement tourné vers un public plutôt qui s'intéresse à l'économie, etc. Et où quand même, je tiens à le dire, il n'y a pas un média aussi pluraliste que celui-là. Parce qu'il n'y a pas un média. Quand tu parlais de Nicolas Dos tout à l'heure, ou quand vous retrouvez Benjamin Coria, quand vous retrouvez Gilles Ravaud, Christian Chavagneux, face à Philippe Magnier, à Nathalie Janson, à Alain Madelin, etc. C'est tout le temps. Il n'y a pas un média où c'est comme ça. Parce que même Alternative économique, on peut pas dire que vous donnez la parole énormément aux gens qui pensent pas comme vous. Donc on leur donne. Vous leur donnez, mais je veux dire, nous on fait vivre le débat. Moi, dans la librairie de l'Écho, quand j'ai Jean-Marc Daniel, économiste ricardien, et Christian Chavagneux, ils sont brillantissimes tous les deux. Ils sont exceptionnels, il faut le dire. Moi, j'adore faire vivre ce débat. Et en plus, moi, j'invite alors vraiment, le critère des meilleurs livres, c'est les livres qui vous apprennent quelque chose. Il y a de tout. Et vous avez des sociologues, des historiens, des machins. C'est ça qui est intéressant. Mais franchement, sur les garde-fous, c'est compliqué. Moi, je vous dis, encore une fois, je pense que le principal risque pour un journal ou pour un média, c'est l'autocensure. C'est ce que les journalistes n'osent pas faire par peur de représailles ou de perdre leur boulot carrément, etc.
qui sont parfois excessives et parfois sans doute avérées. Alors, Sandrine, peut-être avant qu'on passe au échange avec la salle, est-ce que tu peux nous parler un peu de la question de la presse indépendante? Parce que c'est vrai que la presse indépendante, elle est aussi là pour faire vivre le pluralisme, enfin, notamment dans la presse écrite et web, parce que c'est quand même plus compliqué d'être indépendant dans les médias audiovisuels, ça demande des énormes capitaux qu'on n'a pas forcément. Je voulais citer une initiative dont on n'a pas encore parlé, qui s'appelle COP Média, dont vous avez peut-être entendu parler, dont c'est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui a été créée à l'initiative d'Enercop d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec les médias, mais dans l'idée de rassembler les médias indépendants pour leur permettre d'être plus forts, alors de mutualiser certains moyens, de mutualiser leurs plaidoyers, et puis de mener des levées de fonds citoyennes pour leur permettre de consolider un petit peu leur modèle, parce que c'est aussi le problème de la presse indépendante, c'est que c'est compliqué de gagner de l'argent, enfin d'équilibrer les comptes quand on fait de la presse. Voilà, donc est-ce que pour assurer le pluralisme en France, c'est nécessaire de développer une forme de presse indépendante, de plus en plus de presse indépendante? Est-ce qu'il faut assurer des aides particulières dans ces médias-là? Est-ce qu'il y a des statuts qui peuvent être munis en exemple? On a cité, je sais plus d'ailleurs si on a cité Mediapart, mais non, je veux bien. Il se trouve que Le Monde aussi est devenu en fait, Xavier Niel a donné ses parts à un fonds de dotation, c'est ça, qui détient aujourd'hui Le Monde. Donc c'est Cap Libération aussi. Donc voilà, si tu peux nous parler de tout ça. Oui, alors. En fait, c'est vrai, absolument, il y a plein de choses. Il faut soutenir la réponse dans la question. Il faut soutenir la presse indépendante. Je vais pas dire le contraire. Donc en fait, il y a plein de leviers pour ça. Il y a effectivement des initiatives de mutualisation. Il y a aussi les dons défiscalisés. Bon, il y a beaucoup de. Alors, je dis pas que c'est un modèle formidable de vivre sur les dons, mais ça peut être un levier. On peut faire entrer des lecteurs au capital. C'est aussi certains journaux font ça. Il y a des journaux qui choisissent des statuts, j'en parlais tout à l'heure, plutôt d'associations, d'ONG, d'autres d'ISA classiques. Donc il y a quand même effectivement il y a plein de possibilités de renforcer le modèle économique de cette presse indépendante qui est quand même assez fragile. Tu avais raison de parler des fonds de votation. C'est un modèle qui vient du Guardian, qui est en train, enfin, je crois qu'en France, depuis 2008, ça a une vent en poupe. Julia Cagé, qui est économiste des médias, on parle souvent. Effectivement, il y a Mediapart, Libé, Le Monde, qui ont fait un fonds de dotation. Donc, en gros, ça permet d'avoir une partie du capital qui est incessible. Donc, ça garantit l'indépendance financière des journaux. Et c'est un modèle qui est quand même intéressant à regarder. Après, il a des failles, parce que un fonds de dotation, Xavier Niel a un fonds de dotation, mais il est lui-même, et c'est lui qui nomme la personne qui est responsable de ce fonds de dotation, et c'est lui qui peut la révoquer. Donc, et il n'y a pas de loyauté vis-à-vis des fonds. C'est-à-dire, il peut aussi investir dans un autre journal. Il peut décider du jour au lendemain que il va investir ailleurs. Il peut pas récupérer ses fonds. Non. Mais après, est-ce que ça garantit complètement l'indépendance financière d'un journal? C'est compliqué. Et juste pour terminer sur ces modèles-là, c'est vrai que moi je suis d'accord avec toi quand tu dis il faut des gouvernances, des SDJ, des garde-fous. Le problème, c'est que quand il y a un problème économique et qu'il faut voter, vous avez beau voter pour éviter que telle personne prenne le journal, enfin reprenne le journal, entre choisir de disparaître quand c'est bien et d'être acheté éventuellement par un industriel ou par une personne qui a des poches un peu plus larges, le choix est souvent vite fait. Donc oui, je pense qu'il faut essayer de garantir un maximum de leviers, mais pour l'instant, j'en vois pas un qui soit complètement pertinent et fonds de dotation, tout le monde dirait. Sinon, enfin, je pense c'est des modèles à creuser, mais pour l'instant, je sais pas. Enfin, dans la presse, les modèles économiques, c'est de toute façon très compliqué, comme l'a dit Emmanuel, et la presse coûte cher et on n'a pas trouvé de modèle. Alors, on avait prévu d'autres questions, mais peut-être qu'on va plutôt vous laisser la parole pour poser des questions, notamment. Oula, ça va? C'est bon. On n'a pas évoqué
la question des réseaux sociaux, par exemple. Un peu. Ah bah, ça inspire plein de questions. Ah ouais. Et je vous remercie pour votre témoignage sur le pluralisme, parce que ça donne quand même du baume au cœur, dans un monde un peu anxiogène. Mais vous avez quand même tout à fait calmé mon anxiété. Je vais prendre quand même un exemple, un type comme Pierre-Édouard Stérin. Peut-être que vous en avez entendu parler. Ouais. C'est un type qui a essayé de racheter Marianne il y a pas longtemps. Millionnaire aussi, exilé fiscal en Belgique, qui a fait son blé sur les smartbox. C'est lui qui a marqué ce dispositif. On peut aussi poser la question sur ce type de dispositif d'ailleurs. Et il a essayé de racheter Marianne. Ce type-là, moi je peux vous dire, il a une véritable idéologie libertarienne, catholique identitaire, et il met son blé au profit d'un rachat d'écoles actuellement, écoles privées, associations, collectivités locales, etc., etc. Et moi, j'essaie de pas être naïf. J'avais vu ça dans le domaine de l'école. Voilà, ce type-là, on s'est raconté, pas lui directement, mais en tout cas, notamment ce qu'on appelle le fond du bien commun. Un grand enseignant si vous connaissez pas. Et ils essayent vraiment d'infiltrer. Je suis pas exotiste, mais je vois bien qu'ils essayent d'infiltrer d'autres pans de la société. Et donc, moi, ma question, elle s'adresse à l'historien, quoi. Est-ce qu'on a un exemple comme ça du livre d'influence du nom qui, des milliardaires, il a expliqué très bien que ça existait déjà dans l'histoire, mais c'était plutôt au service du business. Est-ce qu'on a quand même dans l'histoire il y a des gens qui mettent finalement leur argent au profit de leur idéologie et une véritable idéologie qui est à ce point. Alors on va prendre plusieurs questions, mais pour compléter votre question, ça va pas vous rassurer. Le bras droit de Pierre-Édouard Stérin vient d'être nommé directeur général de Bayard Presse, qui est quand même le grand groupe de presse indépendant, puisque c'est détenu par une association. Et là, ils arrivent même à infiltrer Bayard Presse. Donc, Comme directeur du développement. comme directeur du développement. Oui, moi j'ai de cette remarque. Vous avez essentiellement parlé de la presse nationale. Ouais, Parler un petit peu de la PQR, mais je voudrais quand même pointer du doigt ce qui se passe actuellement. On est dans nos départements. Enfin, moi je suis du Loiret. Voilà, ça fait 20 ans que je suis dans le Loiret. Il y a plus de pluralisme dans la presse locale. On a un PQR, de toute façon, dans tous les départements, il y a un seul quotidien départementaux. Les radios, tout ça, il y a le service public, France TV, France Bleu, voilà. Toutes les petites, les petits journaux gratuits, qui avaient collé des articles de qualité, qui faisaient tout ça, ont disparu. Voilà. Moi, chez nous, c'est ça. Les pure players, il y a eu des tentatives, ça n'a pas marché. La télévision locale, en fait, nous sur Orléans, elle a été, c'est le quotidien départementaux qui l'a racheté pour mieux la couler, parce que il craignait les concurrences pour la publicité, voilà. Donc il y a une télévision locale à Tours, pas à Orléans. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que je me pose vraiment des questions, parce que en fait, on dit la démocratie est en danger, mais la démocratie locale, c'est aussi la presse qui a dû vivre. Les politiques locaux ne savent plus comment faire parler d'eux. Il y a plus de support. Nous, la Centre France, c'est la République du Centre, le nombre de journalistes a été divisé par 2 en 20 ans. Leur formation, enfin, c'est vraiment, il y a un problème. Enfin, là, je sais qu'il y a des étudiants en journalisme, mais moi qui suis en contact avec eux, je vois quand même une dégradation aussi, un peu. Et, voilà, je me pose vraiment une question, et je vais même, je dis, est-ce que dans 20 ans, il y aura encore dans chaque département français un quotidien, j'en suis pas sûr, parce que ils ont toujours pas trouvé leur modèle, C'est-à-dire que la presse papier, elle est lue par des seniors, voilà, essentiellement. Ils essayent de vendre des abonnements sur le web. Ils n'arrivent pas à trouver très bien l'équilibre. Ça marche pas très bien. Donc, vraiment, c'est très basique. Et je sais qu'au USA, on parle de zone blanche. Aux USA, il y a des États où il n'y a plus de presse locale, désert journalistique. Donc, voilà, c'est la grande ouverte aux réseaux sociaux, aux fake news, etc. Et puis, juste, dernière remarque sur la presse indépendante. Effectivement, on voit qu'il y a une multitude de floraisons de pure players qui se lancent sur les négatifs. Mais ils sont très, très fragiles. À tel point qu'il y en a quasiment aucun qui a réussi, à part Mediapart, qui est l'exemple, à trouver un financement par l'abonnement.
Et moi, voilà, bon, j'attrapais les étudiants de master, ouais. Moi, ça fait 7 ans que j'ai des apprentis en histoire. Et tous m'ont dit, moi, ils sont pas prêts à payer. Ils sont pas prêts à payer, l'achat pour s'informer. Ah. Et c'est culturel. Et moi, ça m'a fait, voilà. Et c'est effectivement une des grosses difficultés de la presse, que les gens ne veulent plus payer et qui pensent qu'il suffit d'aller sur les réseaux sociaux pour s'informer, en fait. Ouais. Bonjour. Moi, ce qui m'inquiète, c'est news. Les interviews, beaucoup que j'entends, même sur France Inter, même sur France Info, des personnalités de droite et d'extrême droite, sans contradiction, où les journalistes, je trouve, très bons, en fait. Je trouve qu'ils vraiment ils remettent pas en cause les paroles qu'on entend de plus en plus, et je trouve qu'il y a un modèle, la mentalité de la société, et tout ça qui est encore accentué par les réseaux sociaux et l'extrême droite extrêmement agile et vive sur les réseaux sociaux. Ma question, c'est est-ce qu'on peut essayer l'avenir, je dis d'avocat, qu'on oppose cet argument? Moi, je dis ça comme une invasion. Après, on n'est pas obligé de regarder ces news, hein. C'est un choix. Ouais, France Inter, même sur des... Oui, j'avais une question, c'est pas tellement Bolloré, c'est pas forcément le fait qu'il rachète rien, mais qu'il rachète des écoles de journalisme. Ça veut dire que la formation, on va formater des gens à donner certaines formes d'information. Ça, c'est quand même un peu grave, non? Je sais pas. Ouais. On va peut-être commencer à répondre aux questions, puis on verra si on a encore le temps pour d'autres. Christian, sur ce terrain notamment, mais sur... Alors, on a à ce point-là, non. Voilà. Alors, il y a quand même un cas qui vient à l'esprit, c'est le cas de François Coty. Dans les années 20-30, François Coty, qui est député corse et qui est surtout fasciste, et créateur d'un mouvement qui s'appelle Solidarité française, et qui crée la Midi-Pomme et qui rachète le Figaro aussi. En changeant complètement la ligne éditoriale, ce qui ne pose aucun problème à cette époque-là. Et de toute façon, il n'y a pas de limite à cette époque. Oui, parce que le problème, c'est pas que ce monsieur veuille créer un journal, c'est qu'il veut racheter un journal pour changer de ligne éditoriale. Et là, c'est complètement différent. Il fait quelques économies au passage. À propos de CNews, on peut ne pas regarder CNews. On peut également ne pas commenter CNews. Parce que le problème, c'est les médias qui parlent des médias. Oui. Et l'influence de CNews vient également de cela, je pense. Bon, alors, le SJ de Paris, c'est pas très très grave, parce qu'il n'y a jamais eu un journaliste qui est sorti de cette école. De Paris, je parle pas de Lille, hein. Et c'est pas du tout la même école. C'est pas du tout la même école. Et alors, quand j'ai vu, oui, nous sommes les héritiers de la première école de France, je pense que Dick Ray a dû se retrouver en fait. Bon, ça n'a strictement rien à voir. Alors, mes écoles, on les connaît, je les connais personnellement, mais c'est vrai que c'est un projet extrêmement inquiétant. Bon, ceci dit, juste pour polémiquer, l'ESJ de Lille, à l'origine, c'est le même type de projet. C'est-à-dire que c'est l'archevêché, c'est l'église qui crée cette école pour avoir des journalistes qui diffuseront la bonne parole. Parce que cette presse, à l'époque, est considérée comme un peu trop à gauche. Et un peu trop laïque, souvent. Alors, beaucoup de choses. Alors, on va parler d'un point qui est déterminant, c'est les aides à la presse, parce que elles existent aussi, et je pense qu'il faut les renforcer, parce qu'effectivement, la presse est pauvre, et elle est pauvre à tous les étages. On n'a pas parlé des journalistes pigistes, on n'a pas parlé de la paupérisation, enfin si, Emmanuel Le Sire dit la presse coûte cher, et on l'a dit. Est-ce qu'il faut la renforcer
ou est-ce qu'il faut la redistribuer? Bah, les deux. C'est-à-dire qu'il faut des ciblages. C'est-à-dire qu'il faut la renforcer et il faut cibler. Il faut se dire que peut-être, faut arrêter de saupoudrer sur les médias qui n'en ont peut-être pas besoin et ceux qui en ont le plus besoin. Donc, effectivement, moi, je pense que faut revoir le système d'aide à la presse qui est énorme. Et c'est vrai que, il faut aussi, faire en sorte que, toute la presse vive mieux. Aujourd'hui, on a un vrai problème au niveau des journalistes. C'est-à-dire que, il y a des très bons, alors ça va déprimer, surtout les jeunes. Mais Jean-Marie Charour, qui étudie aussi beaucoup la presse, il a fait beaucoup d'ouvrages sur les jeunes qui arrêtent au bout d'un moment, parce qu'ils ont, surtout les femmes d'ailleurs, et parce qu'ils sont mal payés, parce qu'ils en ont marre, parce que être pigiste, c'est un sacerdoce. Et en fait, et même dans les rédactions, même à Radio France, on vous dit, t'as fait un reportage, elle est bien ton émission, mais elle coûte cher. Quand même, c'est ça le journalisme qu'on veut. Donc, effectivement, après, ça rejoint ce que vous dites, tous paupéristes. Donc, voilà, pour avoir un journalisme de qualité, pour mobiliser, Mediapart fait ça. Des gens qui peuvent, pendant 6 mois, aller enquêter sur des boîtes, personne ne peut faire ça aujourd'hui. On devient un journaliste de plateau parce que c'est pas cher de mettre des gens autour d'un plateau et de papoter et ça c'est le vrai drame de la presse. Après, donc ça c'est un point. Et pour rebondir sur ce que vous dites, parce que moi ça m'inquiète, et quand je parlais des deux journalismes qui sont en parallèle, je pense que c'est très difficile aujourd'hui, et les journalistes sont pas formés à ça, et nous les premiers, d'être face à quelqu'un qui est en plein fake news. C'est-à-dire que vous avez l'habitude d'avoir des contradicteurs. Quand je disais on n'est pas d'accord tous les deux sur les 35 heures, on va rester sur un terrain rationnel, avec des points de vue différents, des arguments. Là, vous êtes face à des gens, et effectivement, derrière mon poste, je suis là, mais pourquoi un journaliste, tu lui dis pas ça? Et effectivement, mais nous, on est aussi dans ce cas-là. Et parfois, on est tout aussi démunis. Et je pense que là, c'est peut-être quelque chose qu'il faut apprendre dans les écoles, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était mon inquiétude, c'est de se dire qu'il y a deux presses qui évoluent en parallèle. Une qui est imparfaite, avec des modèles très différents, avec des milliardaires, avec de la pub, avec tout ce qu'on veut. Et il y a une presse qui est totalement dans un autre monde de fake news, de gens qui vous assènent avec un aplomb, des choses incroyables. Et ça, on est peut-être très mal formé pour ça. Alors déjà, dans ce que vous dites, moi, il y a plusieurs choses qui me gênent. La première, globalement, quand même, c'est que vous considérez qu'il y a une bonne parole et qu'il y en a une mauvaise. Et que je sens bien que vous ne pouvez pas accepter l'idée que l'opinion d'un catholique de droite soit mise sur le même plan que celle d'un libéral de gauche. Non, mais je veux dire, il y a un moment, il faut que tout le monde. Alors après, il y a des règles, il y a des limites évidemment à la démocratie, aux trucs, etc. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Donc moi, que quelqu'un qui défend des convictions essaie de les mettre en œuvre, etc. Au contraire, c'est les non mais et après il aura les garde-fous qu'il mérite, qui s'imposeront à lui. Marianne, ça n'a pas marché. Voilà. Donc, mais on peut pas empêcher cette pluralité d'opinions de s'exprimer. C'est comme ce que vous disiez, madame, vous étiez effarée par la montée de l'extrême droite dans les médias. La réalité, c'est qu'il y a une partie des Français qui sont en phase avec ces idées, et on ne peut pas se cacher cette réalité. Et vous illustrez très bien ce que j'expliquais, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas cette France en colère, vous ne comprenez pas cette France qui regarde ces news, ça vous choque, vous la méprisez presque, je suis désolé. Et eux ne comprennent pas qu'il y ait une France que eux considèrent comme des bobos intello, etc. Et la réalité, c'est que ces deux France ont beaucoup de mal à se parler, y compris dans les médias, je le reconnais. Et alors, vous disiez sur le niveau des journalistes, c'est extrêmement intéressant. Parce que alors moi, qui venais de la presse écrite, j'ai découvert le milieu audiovisuel que je ne connaissais pas, à part être invité dans des émissions comme Sandrine, Top C'est dans l'air, etc. Et alors, en fait, j'ai été extrêmement déçu par ce qu'on peut appeler les présentateurs d'émissions. C'est-à-dire que moi, je les considérais comme des intellectuels. En fait, je vais vous dire, les 3/4, ce sont des perroquets qui répètent et qui arrivent. L'émission a déjà été préparée par des petites mains qui sont les vrais héros de la télé au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a un rôle qui est extraordinaire, moi je le trouve, et ingrat dans toutes les émissions de télé, sur toutes les chaînes, c'est celui qu'on appelle le programmateur. C'est-à-dire c'est le type ou la nana qui sont chargés d'inviter les gens, de convaincre les gens de venir sur les plateaux, etc., etc. Après, le présentateur, il arrive, il a son déroulé. Je dis pas que c'est mal, mais encore une fois, ne vous trompez pas sur la réalité de ce qu'est le présentateur. Il est, on lui souffle 2-3 questions dans l'oreillette. Il n'est pas capable d'apporter la contradiction. Donc, est-ce que vous invitez des gens
pour supporter la contradiction. Et moi, je vous livre des trucs que je devrais pas vous lire, mais c'est pas grave, on est là pour discuter. On s'est interrogé sur BFM, parce que BFM, évidemment, quand il y a 3 ans, vous étiez encore la chaîne qui faisait 2 fois plus d'audience que toutes les autres concurrentes réunies, et qu'aujourd'hui, vous avez CNews qui vous concurrence, ça pose question et on regarde ça de près. Et donc, en fait, les gens se sont aperçus que le différentiel avec CNews, c'était sur le temps d'écoute. Et en fait, ils restaient plus longtemps sur CNews. Et on s'est demandé pourquoi. Et en fait, quand on interroge les gens, ils disent, en fait, alors, contrairement à ce qu'on peut penser, sur CNews, c'est convivial parce que tout le monde pense la même chose. Donc, ils sont là, ils discutent entre eux, ça se chambre. Alors, comme dirait Sandrine, entre mâles blancs de plus de 50 ans. Et donc, l'ambiance est pas, quand vous adhérez à ce discours, l'ambiance est plutôt conviviale. Et en fait, ce qu'ils ne supportent pas sur BFM, c'est qu'ils trouvent que ça va trop vite, que c'est trop anxiogène et que ça s'engueule trop. Voilà. Et nous, c'est vrai que on a tendance à mettre les gars de LFI face aux députés du RN, machin, etc. Et ils trouvent que c'est trop stressant. Et après, je pense qu'effectivement, il faut faire la différence entre un média comme CNews et BFM. Là, je parle de BFM TV parce que c'est important. BFM TV, on a 350 journalistes dans toute la France, dans le monde entier. On en a quand ils sont à Gaza, ils sont en Ukraine, etc. CNews, c'est une rédaction qui est presque inexistante. Enfin, vous avez quelques journalistes, mais c'est ce que disait Sandrine, c'est-à-dire que CNews, c'est un plateau et vous faites tourner les gens en permanence qui viennent débattre, etc. Et encore une fois, ce qui fait le bonheur des EHPAD et tout, parce que la réalité, c'est que l'auditeur moyen de CNews, pensez à ça, hein, le spectateur moyen de Pascal Praud, il a 70 ans. C'est-à-dire, c'est pas, encore une fois, c'est pas les jeunes. Alors, pour répondre à votre question sur la presse locale, moi, je pense que la presse locale, elle n'a jamais été extrêmement courageuse et indépendante. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et honnêtement, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce qu'on ne peut pas non plus tout mettre dans le même sac, il y a des choses formidables. Et je pense que de l'information locale de qualité, alors il y a peut-être des choses à inventer sur la façon de la regrouper, de la concentrer, etc. Mais je pense qu'il y a un foisonnement de talents. Est-ce que la révélation des talents de journalistes, etc., ça passe encore par les écoles de journalistes? Moi, j'avoue que je suis plus fanat d'un modèle à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire où vous n'avez pas d'école de journalistes, parce que moi, je trouve que ça sert à rien, à part se faire un réseau, et c'est pour ça beaucoup qu'on y va. Non, mais ou alors vous apprenez des choses techniques. Mais bien, la technique du journaliste va apprendre à écrire, etc., ça fait, voilà. Alors que quand vous avez, il faut quand même savoir de quoi vous parlez, quoi. Vous pouvez pas apprendre à parler de plein de trucs que vous ne connaissez pas. Moi, je préfère le format à l'université, par exemple, dans les pays anglo-saxons, où vous avez, dans toutes les grandes facs, vous avez un module journaliste. Donc, vous faites de la médecine, vous faites de l'histoire, vous faites de l'économie, vous faites du droit. Vous avez une formation spécifique au journalisme, etc. Ça, oui. Mais franchement, moi, je pense qu'il y a énormément de talent aujourd'hui potentiel, hein, et il y a plein de gens qui révéleront des choses formidables. Regardez quand même, il y a tout un tas d'émissions, voilà, et maintenant c'est devenu presque de l'establishment, plutôt décrites, etc. Mais je veux dire, il y a tout un tas de choses formidables. Je rappelle que YouTube, c'est la première chaîne de France quasiment aujourd'hui. Donc attention quand même à ne pas passer à côté de ce tsunami qui nous arrive dessus. Je pense qu'il y a de très bonnes choses, mais qu'il y a aussi là-dedans, dans ces nouveautés, plutôt que de discuter vraiment du tel milliardaire, est-ce que c'est machin. Je pense qu'il y a beaucoup plus de danger aujourd'hui avec tout ce qui vient de l'intelligence artificielle, etc. Sur la pluralité de la presse, c'est une menace beaucoup plus grande que même Vincent Bolloré ou Monsieur Stern. Moi, je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Emmanuel, parce que là, moi, j'ai une divergence trop profonde sur la bonne parole et la mauvaise parole. Bah, je me doute. Mais non, mais ça pose aucun problème que quelqu'un vienne parler sur un plateau de ses convictions anti-avortement, si des catholiques, si peu importe. Le problème, et là je pense que quand même il y a pas un mépris, et je pense que essayer de comprendre la France en colère, c'est le boulot qu'on essaye de faire tous les jours quand on va décrypter des mouvements comme les Gilets jaunes, comme les agriculteurs, qui d'ailleurs sont pas forcément très à gauche. Le truc, c'est pas ça. C'est que je pense qu'il y a une responsabilité des médias tu dis, toi, une attente des gens de la France en colère attend ça. Je pense pas que la France attende ça. On leur donne ça. Et il y a une responsabilité aussi de nos médias. Et moi, je pense que de vos médias à nous, bien pensants, élitistes, parisiens, quand j'entends les gens qui disent, et même ça depuis la montée de l'extrême droite, ça me frappe. Effectivement, je me dis, il y a des gens qui sont pas représentés et qui se reconnaissent pas dans ces débats qu'on a chez les modérés. Et alors encore pire, chez le CNews, où là, il y a une espèce de cirque et c'est pas du mépris de la bonne. Là,
je pense qu'il y a une vraie responsabilité des médias dans ce que votent les gens. Et on n'a pas parlé des réseaux sociaux, on n'a pas parlé de cette caisse de résonance, mais je pense qu'elle est beaucoup plus forte qu'avant. Aujourd'hui, on est en train de décrypter les raisons de la montée de l'élection de Trump. Les médias, ils sont pour quelque chose. Les réseaux sociaux, ils sont pour quelque chose. D'ailleurs, les types, ils ne sont pas les Vance et tout ça, ils ne se sont pas trompés. Ils ont investi à mort les réseaux sociaux. Ils ont investi autre chose que la presse et ils sont allés aussi sur les télés, Fox News, qui leur sont totalement inféodés. Donc, je pense que c'est pas qu'on donne aux gens, enfin, c'est pas que les gens attendent quelque chose des médias, c'est qu'on leur donne aussi à manger des trucs qui vont qui vont les faire voter, enfin, de mon point de vue, n'importe quoi. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Ce qui a changé également, c'est que dans les années 50, on achetait 2 quotidiens. Un le matin, un le soir. Souvent un politique, genre l'Humanité, et le Parisien, libéré. Bon. Et donc on avait différents types d'informations, également différents types de journalisme. Dans les années 60, 70, il y avait la grand-messe du 20h, qui regroupait 40, 50, enfin 60% des téléspectateurs. Aujourd'hui, tout le monde est dans ton couloir. Ouais. Et beaucoup ne s'informent que, effectivement, les radios sont les médias de Dieu, ne s'informent que par les réseaux sociaux. Et ça, c'est un vrai défi pour les journalistes. Et personne n'a vraiment la solution. Non. Et est-ce que l'enjeu, c'est est-ce qu'il faut aller de plus en plus sur les réseaux sociaux, ou est-ce qu'il faut essayer de faire en sorte de faire revenir ces différentes communautés bien cloisonnées vers des médias plus généralistes? C'est une question. Enfin, les médias plus généralistes, ils sont maintenant extrêmement présents sur les réseaux sociaux aussi. Oui, mais par exemple, tu vois. Oui, mais pas forcément suivis par ceux qui sont dans leur couloir. Mais juste un point, par exemple, sur les réseaux sociaux, on est tous en train, je sais pas si vous, chez BFM, mais nous, on est tous en train de se poser la question de quitter X, par exemple, ex-Twitter. Parce que oui, alors Ouest France l'a fait, il y a toute une série de médias indépendants qui projettent de le faire le 20 janvier, le jour de l'investiture de Trump. Et donc, en fait, après, mais les questions se posent. Est-ce qu'on laisse un réseau social complètement, en fait, on laisse le champ libre, ou bien est-ce qu'on dirait c'est quand même des débats. Mais voilà, mais les réseaux sociaux, on a tous des trains de retard, quoi. On sait pas trop quoi faire. Tu qui m'a posé une question. NCC, l'ancienne journaliste. On va dépendre d'un journaliste. Un petit peu. Il y avait 2 choses. Donc, pour répondre à Emmanuel Logic sur les écoles du journalisme. Alors, j'en ai fait une, je ne réponds pas pour ça. J'ai été prof en école de journalisme. Pour dire que ces jeunes qui arrivent dans les journalistes, ils viennent hors de n'importe où. Ils en font déjà des études avant. Ils sortent pas du bac, ils arrivent pas, alors pas tous, il y en a certains, mais pas tous. Donc, ils arrivent avec une coloration. Il y en a certains qui ont fait de l'histoire, de la philosophie, des lettres. Ils viennent, ils sont vraiment très, très différents. Et donc, ils viennent en école de journalisme, certes pour se faire un network, et ça, c'est important, et vous le savez. Ça, c'est très important. Et si pour apprendre des techniques, parce qu'on va connaître beaucoup plus vite. Donc, pour moi, les jeunes journalistes qui arrivent, ils sont pas tous nuls, hein. Faut les dire sur ça. Non, je l'ai entendu tout à l'heure. Donc, vraiment, ils sont pas petits, mais ils sont bien formés. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'était pour rebondir sur ce que vous avez dit. Je suis tout à fait d'accord. En fait, votre ennemi, c'est le moteur de recherche, en fait. C'est l'IA, c'est l'algorithme. Parce que finalement, il enferme chacun dans ce qu'il a envie de lire, de voir, d'écouter, et la pluralité, on va plus la chercher parce qu'on est tous un peu feignants. Et donc, l'une des voies, à mon avis, pour en sortir, finalement, c'est d'éduquer les citoyens à s'informer, c'est-à-dire à lire peut-être un journal du matin, un journal du soir, une presse pro, une presse magazine plus grand public, etc. Et ça, c'est important de le prendre finalement très très tôt. Donc, il existe des initiatives, je ne veux pas en faire la plus là, mais il existe des initiatives là-dessus qui sont hyper intéressantes. Tu peux les citer quand même. Alors, il y en a une qui s'appelle La fresque de l'information, qui est vraiment très intéressante. Parce que ça vous oblige à vous mettre autour de la table et à vous poser la question de comment je m'informe. Un fait, c'est quoi? C'est quoi le boulot d'un journaliste?
le rôle justement de l'intelligence artificielle, des algorithmes là-dedans. Comment ça va impacter ma lecture de la presse, ma façon de m'informer, l'économie des médias aussi. Donc vous passez en revue tout ça comme une fresque, toutes les fresques qu'on voit éclore maintenant depuis quelque temps. Et du coup, ça vous pose question. Moi, je me pose question sur ma façon de m'informer aujourd'hui, ancienne journaliste qui est du coup, il lisait beaucoup. Puis maintenant, moi, je me vois que le monde est alternative économique, quand la raison, et Radio France. Vous voyez, le truc, voilà. Vu que je ne suis pas du tout, mais du coup, moi, c'est ça qui est intéressant. Et pour les jeunes journalistes, là, qui se forment, faites des choses, posez-vous ces questions-là, parce que c'est important de continuer à s'informer, de lire des trucs on n'est pas du tout d'accord, mais c'est intéressant d'entendre, de lire des choses avec lesquelles on n'est pas OK. Voilà. Alors, je sais pas si ça fait une réponse, mais mais merci pour tes remarques, Anne-Cécile. Monsieur. Oui, simplement, on a, pour sauver le pluralisme, au final, on n'a pas non plus beaucoup parlé de la place énorme prise. J'ai l'impression, ces derniers temps, par les éditorialistes sur les plateaux, et on parlait de sanctuariser les rédactions, de les rendre indépendantes par rapport aux grands patrons, c'est bien là, peut-être il faudrait réfléchir à la question de rendre plus vive la séparation entre le travail des journalistes et des éditorialistes, sur les plateaux. Je repense à monsieur Le Chypre qui disait tout à l'heure que le grand patron, il pouvait racheter un média et en fait, il pouvait pas nommer le directeur de la rédaction alors que s'il achetait un appartement, il pouvait choisir ses dates. Je trouve que ce genre de confusion est aussi assez dangereuse. Enfin, comparer une rédaction à un média à l'achat d'un appartement, ça me paraît aussi être assez dangereux. Et je trouve que voilà, ça symbolise assez bien que font les éditorialistes sur les plateaux et de la nuance et de la séparation à faire avec les journalistes. Voilà, qui font alors, juste pour préciser, un éditorialiste peut être un journaliste, hein, ça n'empêche pas. Ben était éditorialiste, il est journaliste. Christian Chavagneux est éditorialiste, il est journaliste aussi. Mais vous parlez plutôt d'éditorialistes qui viennent de l'extérieur et qui sont pas formés au journalisme. Plutôt des chroniqueurs. C'est plutôt des chroniqueurs. Des chroniqueurs qui donnent leur opinion et qui du coup parfois mêlent les gens. Voilà. Ensuite, producteur. Vous voulez réagir? Il nous reste 3-4 minutes. Non, je comprends votre indignation, mais je veux dire, vous êtes bien sympathique, mais n'oubliez jamais que l'argent, il faut le trouver quelque part. Alors, je sais bien que je suis parmi des gens qui considèrent que l'argent public, il y en a à gogo et que on peut faire ça. C'est exactement comme le cinéma, je vais vous dire. Quand vous financez des tas de films que personne va voir, qui sont le fruit de la création de trucs qu'on peut trouver très bien ou pas bien, mais qui n'ont pas de public, bon, très bien. Est-ce qu'il y a autant de films que ça qui mériteraient d'exister? Sans doute pas. Voilà. Mais on choisit en France de faire tout un tas de films à des tas de gens qui font tout un tas de films sur des sujets qui les passionnent, mais qui manifestement ne rencontrent pas de public. On considère que c'est bien. On peut faire la même chose avec la presse et financer tout un tas de médias que personne ne lit, que personne ne regarde, et pour entretenir cette illusion de pluralisme. Et la réalité, c'est quoi? C'est que c'est exactement ce que vous disiez sur Internet. C'est-à-dire que quand Internet est arrivé, on s'est dit c'est formidable, c'est la culture gratuite, totale, abondante, immédiate. Tout le monde va devenir plus intelligent. Non, la réalité, c'est que les crétins, ils vont voir de plus en plus de trucs de crétins, et que les gens curieux, ils vont voir de plus en plus de trucs de gens curieux. Et que faisant ça, et tout ce que vous dites sur l'éducation, etc., ça va se produire dans des familles où on réfléchit à tout ça. Mais encore une fois, vous allez encore creuser davantage les idées. Non, mais alors aborder les questions de journalisme dans l'école, c'est assez compliqué. C'est aussi compliqué que d'aborder les questions d'argent. Mais parce que c'est extrêmement difficile. Mais parce que l'éducation aux médias, pourquoi ça c'est pas un programme scolaire? Mais je veux dire, l'éducation aux médias. Mais parce que c'est la question principale, justement. Comment, moi, j'ai appris, quand j'étais à l'école, à chercher une information. D'accord? À la source, à regarder pourquoi on n'apprend pas ça aux gosses, à décrypter aux gens. C'est le cas. Information. Pourquoi? C'est le cas. Alors, ça existe un peu, mais faut reconnaître que les profs sont assez démunis par rapport à ça, Mais si, c'est le cœur du débat. C'est ça. Mais parce que les profs, je vais vous dire, ils sont comme vous. C'est-à-dire que les profs, ils veulent que les élèves regardent les médias qui, eux, les intéressent. Ouais, je vais vous dire, j'étais fasciné.
Mais si, bien sûr que si. Mais je vais vous dire, moi, je suis allé à l'école, je suis allé à la réunion. Mais non, je suis allé à l'école, à la réunion de mon fils. Très bien. Et la prof d'éco dit quels sont les médias qu'il faut suivre. Les médias qu'il faut suivre, elle dit Le Monde et Hugo décrypte. Mais une prof d'éco aujourd'hui au lycée, c'est le seul truc qu'elle a recommandé à des étudiants. Et puis, excusez-moi, mais vous avez vu le niveau de l'école aujourd'hui. Il y a des questions qu'il faut se poser. Et moi, ça me choque pas qu'il y ait des gens qui cherchent, encore une fois, des modèles alternatifs pour aller améliorer un petit peu le niveau d'éducation qui ne cesse de s'effondrer. Il faut pas apprendre aux enfants ce qu'il fait. Faut pas. C'est ça. Si, mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Non, oui, alors. Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Mais il faut y aller. Mais ce que je veux dire, c'est que regardez aujourd'hui dans les écoles, je veux dire, moi je suis allé dans l'école de mon fils, ils ont fait un truc sur l'intelligence artificielle. C'est assez intéressant. Comment se comporter, intelligence artificielle, éducation. Enfin, je veux dire, le chemin qu'il y a à faire, la façon dont on utilise ces outils-là à l'école, c'est terrifiant. C'est un effort. C'est-à-dire, s'informer, c'est un effort. Oui. Ça restera toujours un effort. Ça restera toujours. C'est pas donner à la plèbe ce que la plèbe a envie d'avoir. C'est faire un effort. C'est ça. C'est là où vous avez une notion qui est compliquée de la démocratie. La démocratie, c'est aussi la résultante. La culture générale, c'est un effort. La culture générale, c'est c'est là où c'est subtil. C'est que là, je suis d'accord avec vous, la culture générale, c'est une somme de connaissances, de faits, etc., que tout le monde devrait avoir et qui doit être une boîte d'outils. Mais la réalité, c'est que c'est pas celle-là. La réalité, c'est que vous avez du mal à admettre qu'il y a des gens qui pensent pas comme vous et que leur pensée vaut aussi. Mais si, bien sûr que si. Bien sûr que si. Honnêtement, essentialité. Ça me essentialité. Moi, je vous dis ça, mais comprenez. Non, je reproche mes services. Mais essentialiser les personnes. Je défends aucune chapelle, monsieur. Aucune. Juste ma liberté de penser. Alors, d'accord. Juste une remarque, quand vous dites, c'est la chose que je reproche aux médias. Alors là aussi, ils essentialisaient les médias. Parce que dans les médias, il y a plein de médias différents. Et moi, en tant que journaliste, je suis toujours très choquée d'entendre cette généralisation permanente de les médias, ils font ci et ça. Et j'estime pas que Alternative économique, Hacker News, on fasse la même chose qu'à CNews, par exemple. Moi, je voulais juste dire aussi qu'effectivement, les profs c'est un autre registre. La prof qui dit à ton fils, il faut dire ça et ça, d'abord, elle a pu citer Atarico, mais par exemple. Non, mais pas du tout. Mais c'est pas ça qu'on attend. Je pense qu'on est sur un autre champ. Moi, je suis d'accord. Il faut pas déserter le champ de l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut expliquer à des gamins. Alors, c'est l'éducation média au sens critique. Je sais pas comment, mais c'est des choses qu'il faut absolument, c'est dire, on a tous des mômes qui sortent des trucs et je dis, mais t'as vu ça où? Ah ouais, j'ai vu sur les réseaux, machin. Et on est effarés parce qu'on se dit, mais il faut aller voir, faut verrouiller. Et ça, c'est de l'éducation. On dit pas qu'il faut lire tel média. Je trouve qu'elle a tort, la prof de ton fils. Le truc, c'est dire comment faire. C'est aller avant. Et comment tu t'éduques à décrypter une info qui est complètement délirante et apprendre aux gamins à pas tout gober. C'est ça, je pense, qu'il faut faire dès le plus jeune âge. Alors, monsieur, dernière question, parce que après, on va le mâcher. Ça me paraît partenaire ce qu'on disait, moi, je travaille dans le local ou bien public, les profs sont peut-être démunis, mais en tout cas très volontaires, parce qu'on est très régulièrement sollicités pour venir dans les classes, principalement en ce moment sur les fake news. On a beaucoup de demandes d'enseignants pour lutter contre les fake news. Donc, les profs seront peut-être démunis, mais en tout cas très volontaires pour participer à l'éducation média de leurs élèves. Ça, c'était la première chose. Et puis, deuxième chose, pardon, si je n'ai pas entendu, mais je n'ai pas entendu les termes d'état généraux de l'information. Aurait-il à ce point servi Absolument. Ce serait pas les premiers. Hein. Non, mais il y a vraiment encore une fois, la réponse est dans la question, à rien. Voilà, c'est très décevant. Et beaucoup de gens attendaient, mais non, il s'est rien passé. Et peut-être pour compléter ce que vous dites, chaque année, il y a la semaine de la presse à l'école. Effectivement, je crois que c'est le 29 mars. La dernière semaine de mars. La dernière semaine de mars, effectivement, où il y a beaucoup de journalistes qui sont invités à venir informer sur leur métier, mais aussi faire un peu de l'éducation aux médias dans beaucoup d'établissements, collèges, lycées, même à l'école primaire. Non, simplement, c'est seulement cette semaine-là. C'est pas seulement cette semaine-là, mais il y a un zoom là, effectivement. Il y a un zoom à ce moment-là. Je vous propose qu'on s'arrête là parce qu'on a un petit peu dépassé le temps, mais si vous avez envie de venir débattre avec nous, ça fait vraiment avec les. Merci beaucoup à vous.